Il y a beaucoup de gens qui vont chez Lazare ou dans une autre banque d'affaires au départ dans l'espoir un jour de transitionner vers un rôle d'investisseur. Mais moi, j'ai envie d'aller faire du small cap français. J'ai envie d'accompagner des PME, ETI. Voilà, c'est ça qui me fait marrer. J'ai envie d'un job avec une composante humaine beaucoup plus importante. Mon père a été repreneur de boîtes. Il a repris plusieurs sociétés. Donc moi, j'ai toujours vu un peu faire. Ça m'a toujours intrigué. J'ai toujours trouvé que ça avait l'air assez passionnant. Il y avait un côté très concret. Il en parlait pas mal à la maison. Notre métier, c'est d'investir de l'argent qu'on nous a confié selon des critères précis, et on a une sorte de pacte avec nos investisseurs. Ils nous confient de l'argent, mais on doit l'investir. On reçoit entre 80 et 100 CV par session de recrutement. On essaye de voir 4 ou 5 personnes en entretien. Si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, faut pas hésiter à activer ces réseaux-là. La question que j'adore poser en entretien, c'est: est-ce que tu as regardé notre portefeuille? Est-ce qu'il y a une société qui t'intéresse particulièrement? Et est-ce que tu peux m'en parler? Bonjour, je m'appelle Noémie Hardy et j'ai le plaisir d'animer ce podcast réalisé par Training You, première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance et conseil en stratégie. Ce podcast s'appelle Choose Your Career. L'objectif est de faire parler des professionnels du secteur qui étaient à votre place il y a quelques années et qui ont réussi à y démarrer leur carrière. Dans ce podcast, ils abordent leur histoire, racontent leur métier au quotidien et donnent des conseils pour réussir à votre tour. Si vous cherchez un stage ou un CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement ici par curiosité, ce podcast est fait pour vous. Bonjour Pauline. Bonjour Noémie. Je suis ravie de t'accueillir ici au village Baïséa, qui est un accélérateur de start-up, là où est incubé aussi Training You. Première question très simple, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Pauline François-Poncet, j'ai 34 ans, j'ai 2 petites filles. Je suis directrice d'investissement au sein de l'équipe MBO Flex. Je suis née aux États-Unis, j'ai passé le début de ma vie à Paris avant de déménager à Bruxelles quand j'avais 8 ans, où j'ai passé toute ma scolarité jusqu'à la fin de mes études. Et à la fin de mes études, je suis partie à Hong Kong avant de rentrer à Paris en 2017. Alors, quand est-ce que tu as découvert l'univers de la corporate finance? Pendant mes études, en 3e année, donc j'ai fait une école de commerce qui s'appelle Solvay. C'est l'équivalent d'une école de commerce en France. Et en 3e année, j'ai eu un cours passionnant de corporate finance avec un prof qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a d'ailleurs accompagnée après dans la rédaction de mon mémoire. Et du coup, c'est en assistant à ce cours que j'ai découvert un peu cet univers, que je connaissais évidemment de loin comme tout le monde, et que je me suis dit que j'avais envie de creuser le sujet. Donc j'ai choisi de faire un master spécialisé en finance. Alors c'était pas que du corporate finance, il y avait aussi de la finance de marché. Mais c'est comme ça que j'ai découvert cet univers. Et qu'est-ce qui t'a attiré au départ? Je crois que c'est la combinaison de technicité et de concret. Enfin, le corporate finance, c'est un peu des maths, et ça j'aimais bien à l'époque. Mais c'est aussi beaucoup de réponses à des enjeux très concrets, et ça permet de soulever un peu le capot des entreprises et de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Et ça, je sais pas, je crois que ça m'a attiré à ce moment-là. Enfin, c'est... Alors, tu débutes ta carrière en leverage finance à Hong Kong chez Goldman Sachs. Ouais. Déjà, pourquoi Hong Kong? Alors, j'avais fait une année de césure à Hong Kong parce qu'au départ, je m'étais dit, j'avais pas forcément envie de rester à Bruxelles après mes études. Et je m'étais dit, bah, t'as un passeport américain, t'iras peut-être tenter ta chance à New York, on verra. Enfin bon, bref, en tout cas, j'étais attirée par ça. Et du coup, pendant mon année de césure, je me suis dit, bah, va peut-être faire autre chose avant. Et j'ai cherché une place financière importante à l'étranger. J'avais envie de partir à l'étranger, ailleurs qu'en Europe, et du coup pas aux US. Et Hong Kong était un peu émergé comme une option valide en tout cas. Et du coup, j'ai cherché activement un stage à Hong Kong. J'ai contacté toutes les personnes que je connaissais de près ou de loin qui étaient susceptibles de m'aider dans cette recherche de stage, parce que c'est pas évident de trouver un premier stage quand on a 0 expérience. Et finalement, j'ai eu une opportunité en asset management dans une banque d'investissement chinoise, donc c'était assez atypique. Mais je me suis dit, banco, vas-y. Alors du coup, c'était plutôt de la finance de marché, et c'était mon premier stage, donc j'avais un peu tout à découvrir. Il fallait que j'apprenne à utiliser des outils que j'utilisais pas forcément. Donc de ce point de vue-là, ça a été très riche. Ça m'a aussi vite conforté dans le fait que je préférais la corporate finance que la finance de marché. Et du coup, ça a très clairement orienté mes recherches post-études. Et pendant cette année de césure, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui le père de mes 2 filles. Et du coup, lui était en CDI à Hong Kong, et moi, je suis repartie terminer mes études à Bruxelles. Et à l'issue de mes études, je me suis dit, bah...
repars à Hong Kong, rejoins-le, plutôt que lui démissionne et qu'on cherche tous les deux ailleurs. Et du coup, je suis repartie à Hong Kong. Trop bien. Est-ce que tu peux présenter le métier de leverage finance, expliquer aussi un peu à quoi ressemblait ton quotidien, ton rôle, etc. Ouais, bien sûr. Alors c'était assez particulier en Asie. Enfin, en Europe, on fait on travaille beaucoup avec les fonds. Il y a beaucoup de financement de LBO, au-delà des financements d'acquisition corpo. En Asie, il y avait beaucoup moins de LBO à cette époque. Je pense que c'est toujours le cas. C'était moins développé de ce point de vue-là. Le marché du private equity était quasi inexistant. Enfin, il y avait quelques fonds, mais assez peu d'opérations. Du coup, j'ai plus travaillé alors sur des émissions obligataires, ce qu'on appelle high yield, donc sur des sociétés très solvables, mais c'est par opposition à des sociétés peut-être plus grosses avec des niveaux de solvabilité encore supérieurs. J'ai travaillé sur des financements d'acquisition et il y a une opération qui m'avait beaucoup marqué, qui était le financement de l'acquisition par une société qui s'appelle Biostime, que vous connaissez peut-être, qui fait du lait pour enfants. Tout le monde pense que c'est français parce que c'est fabriqué à Isigny-Sainte-Mère, mais c'est une société hongkongaise qui rachetait à l'époque une société de vitamines et de compléments alimentaires australienne. C'était une acquise pour un peu plus d'1 milliard, donc une grosse acquise, qui avait été accompagnée par une autre banque que nous. Au cours de cette acquise, il y a eu ce qu'on appelle un bridge loan qui avait été mis en place. Donc on avait mis en place ils avaient mis en place un financement temporaire, le temps de mettre en place un financement définitif. Et finalement, la banque qui accompagnait l'opération avait un peu merdé. Et Goldman avait repris le flambeau du refinancement de ce bridge loan. Et du coup, ça avait été une opération assez colossale sur laquelle on a dû mettre en place plusieurs types d'instruments, à la fois des obligations, des prêts bancaires, et Goldman avait un bilan, donc on avait émis nous le prêt qu'on a ensuite syndiqué auprès d'autres parties. Et ça m'a pas mal marqué. Alors, j'ai eu de la chance sur ce sujet-là, parce que vous l'imaginez bien, en Asie, j'étais pas locale. Mais là, dans ce cadre-là, le PDG de la boîte de Biostime, de la boîte de lait infantile, était hongkongais, chinois, pardon, mais sa DG était française. Et du coup, moi, j'ai eu un rôle assez actif. J'étais la seule française de l'équipe sur cette opération. J'ai été envoyée en roadshow aux 4 coins du monde. Ça avait été assez, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a énormément appris. Alors, ça a été un travail titanesque, mais ça avait été assez amusant. Et voilà, donc on travaillait plutôt sur ce type d'opération-là. Ok, ça c'est génial. Et après, donc, tes 2 ans à Hong Kong, tu rejoins finalement Lazard dans les équipes Debt Advisory et Restructuring. Pourquoi ce choix? Alors, donc c'était en 2017, on se mariait cette année-là. Et du coup, moi, j'avais assez envie j'avais passé bout à bout 4 ans à Hong Kong entre ma césure et le début de ma vie pro. Je trouvais que j'avais fait mon temps, j'avais envie Au départ, on s'était dit on rentre en Europe, donc il y avait 2 places financières un peu évidentes pour nous, c'était Paris ou Londres. Et on s'est dit avec mon mari, le premier qui trouve dans l'une des 2 villes, donne-le là, et l'autre se débrouille pour le suivre. Lui, il a été transféré assez rapidement. Et moi, je savais pas si j'avais envie d'être transférée chez Goldman, parce que chez Goldman à Paris, en tout cas à l'époque, c'était qu'un bureau de M&A, il y avait pas de leverage finance. J'avais l'impression qu'après 2 ans d'expérience, je devais tout savoir sur tout. C'était l'année où je passais associate. Et donc, j'avais l'impression que j'allais me prendre les pieds dans le tapis si je changeais de métier à ce moment-là. Et donc, j'ai plutôt cherché à rejoindre une équipe avec un métier plus en ligne avec ce que j'avais pu faire pendant les 2 premières années de ma vie pro, les 2 premières années et demie. Et j'ai eu vent d'une place qui se créait dans l'équipe conseil en dette et en restructuration de Lazard. À l'époque, c'était une équipe de 3 personnes. Il y avait un associé gérant et 2 directeurs. Et du coup, j'ai postulé à ce poste et j'ai été prise. Et maintenant, je pense que c'est une équipe qui fait plus d'une dizaine de personnes. Donc, ça a bien grossi depuis. Mais à l'époque, la pratique se développait chez Lazard. Et c'est quoi le rôle exactement de ces 2 équipes? Alors, l'équipe de conseil en dette et en restructuration, elle a 2 vocations. La première, c'est d'accompagner les équipes de M&A dans tous les financements des différentes opérations sur lesquelles ils peuvent intervenir. On était beaucoup en support des équipes M&A sur ces sujets-là. Mais sur le pendant restructuration des activités de l'équipe, là, pour le coup, c'était complètement stand-alone. Et
Et on avait vocation à accompagner telle ou telle partie d'opérations de restructuration, donc soit les sociétés qui étaient restructurées, soit les autres parties prenantes, donc les créanciers. Donc tu pouvais travailler directement avec les équipes de M&A de Lazard ? On travaillait en support des équipes M&A de Lazard. Okay. Par exemple, j'en sais rien, si on conseillait un sell side dans lequel il y avait des problématiques de financement, souvent ils nous sollicitaient pour leur proposer des options, pour apporter un peu notre expertise sur ce sujet-là. Et c'était un peu un top-up de l'activité de conseil en M&A, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous raconter une mission particulièrement marquante pendant que tu étais chez Lazard ? Ouais, alors j'ai travaillé sur la restructuration d'une entreprise qui s'appelle Bourbon, qui est un armateur marseillais, qui travaille notamment sur tout ce qui est plateforme pétrolière offshore. C'est assez spécifique comme métier. Et ça m'a marqué parce que je crois que c'est un dossier qui est arrivé sur mon bureau la semaine où moi je suis arrivée chez Lazard. Au départ, c'était pas une restructuration. Petit à petit, ça l'est devenu. Et qui a duré bien longtemps après mon départ de chez Lazard. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu l'univers de la restructuration qui est très complexe, très intense. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est un peu l'évolution de cette société. Au départ, on cherchait un financement. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas. Et puis, disons que l'état de santé de l'entreprise s'est un peu détérioré au fur et à mesure du temps. Et que du coup, petit à petit, le dossier est devenu une très grosse restructuration. C'est une des plus grosses restructurations, je pense, en France, en tout cas de cette période-là. Donc, après tes 2 ans chez Lazard, tu rejoins le fonds chez Trajan Capital. Est-ce que les exits en private equity sont fréquents après être passé chez Lazard ? Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et en fait, je pense qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui vont chez Lazard ou dans une autre banque d'affaires au départ dans l'espoir un jour de transitionner vers un rôle d'investisseur. C'est assez classique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient le M&A comme une continuité de leur formation éducative et qui s'en servent pour passer à d'autres rôles après. Ce qui est peut-être un peu moins classique, c'est la transition. Bon, alors déjà, il y a 2 choses qui sont un peu moins classiques dans mon parcours, c'est que moi, j'étais pas en M&A. Et clairement, la voie royale pour faire de l'investissement, c'est le M&A, c'est pas du tout la lèvre fine et encore moins le conseil en dette et en restructuration. Parce que c'est quand même des métiers assez différents, avec des enjeux assez différents. Et l'autre pendant mon parcours qui est pas forcément classique, c'est le côté passage d'une grosse banque d'affaires, d'une banque d'affaires très large cap à un univers très small cap. C'est un peu le grand écart à ce niveau-là. Ça a été une longue réflexion chez moi. Alors, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, à un certain point de ma vie en banque d'affaires, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de continuer dans cette voie-là ? Alors, il faut savoir que c'est quand même très très intense d'un point de vue rythme de vie. On fait une croix sur beaucoup de choses et c'est pour ça que les gens sont très bien payés dans ces métiers-là. C'est que il faut être capable de s'oublier un peu. À la fin de mes 2 ans chez Lazard, j'ai eu une petite fille et ça m'a fait je me posais déjà ce type de questions, mais disons que ça les a pas mal accélérées. Donc j'avais envie de changer de rythme de vie, mais j'avais envie de me lancer dans un métier ou de continuer ma vie professionnelle dans un métier intéressant et dans lequel pour le coup je pourrais entre guillemets durer. J'avais pas envie de me dire tu vas faire une 2e étape quelque part pour aboutir à autre chose. Je voulais que ce soit vraiment la suite et fin entre guillemets. Et est-ce que c'était facile justement cette transition et comment t'as fait pour avoir cette offre ? Alors comment j'ai fait pour avoir cette offre ? Bon alors déjà il faut être très précis dans ce qu'on recherche parce que moi quand j'ai commencé à appeler les chasseurs de tête, ce qui est le meilleur moyen de se positionner, alors soit les chasseurs de tête t'appellent. Je pense que comme j'étais en conseil en dette et en structuration, je me faisais appeler un peu par les chasseurs, mais probablement moins que des gens qui sont en M&A. Disons qu'il y a une démarche plus proactive de ma part. Et une fois que tu les contactes, il faut être très précis dans ta recherche. Qu'est-ce que tu recherches comme fonds ? Pourquoi ? Avoir les idées un peu claires. Moi, je me suis posé pas mal de questions sur justement le type d'investissement que j'avais envie de faire et le type de fonds dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et du coup, quand j'ai appelé, j'étais très claire sur, c'est pas forcément évident à la lecture de mon CV, mais moi, j'ai envie d'aller faire du small cap français. J'ai envie d'accompagner des PME, ETI. C'est ça qui me fait marrer. J'ai envie d'un job avec une composante humaine beaucoup plus importante. Et je pense que je la trouverais dans ce type de fonds.
Et du coup, les chasseurs ont commencé à m'envoyer des process, ou à me mettre dans des process cohérents avec ce cahier des charges. Et assez vite, il y a un chasseur de tête qui m'a parlé d'un jeune fonds qui d'ailleurs n'existait pas, il n'y avait pas encore de fonds réellement à l'époque, qui s'appelle Trajan Capital et qui est un fonds un peu particulier puisqu'ils font essentiellement des opérations de MBI. C'est un fonds qui a été monté par 2 anciens des DRIP qui est devenu Andera, et qui ont essayé de répliquer le modèle des search funds US en France. Et du coup, c'est un fonds qui a la particularité d'entretenir en parallèle de son deal flow un vivier d'entrepreneurs-repreneurs. Et donc, c'est des personnes qui recherchent activement des sociétés à reprendre et que Trajan présente systématiquement le jour où ils rencontrent pour la première fois le dirigeant et cédant de la société dans laquelle ils envisagent d'investir. Okay. Et comment j'ai fait pour avoir ce job ? J'ai passé des entretiens et j'ai réussi mes entretiens. Et qu'est-ce qui t'a... Donc, tu l'as déjà un peu raconté et présenté, mais qu'est-ce qui t'a attiré principalement dans ce fonds-là, ces contextes-là? Alors, c'était beaucoup en écho à mon entourage familial. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mon père a été repreneur de boîtes. Il a repris plusieurs sociétés. Donc, moi, j'ai toujours vu un peu faire. Ça m'a toujours intriguée. J'ai toujours trouvé ça avait l'air assez passionnant. Il y avait un côté très concret. Il en parlait pas mal à la maison et je dirais que mon appétence et mon envie en tout cas de me lancer dans l'aventure Trajan, elle est beaucoup venue de là. Alors concrètement, à quoi ressemble ton quotidien en private equity ? Alors il y a plusieurs points au métier de private equity, au métier d'investisseur. Il y a on reçoit beaucoup de dossiers tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines on reçoit des nouveaux dossiers, ou en tout cas régulièrement en fonction des périodes. Une partie de notre métier, c'est de sélectionner ces dossiers et de ne retenir que ceux qui correspondent à notre mandat d'investissement. Nous, notre métier, c'est d'investir de l'argent qu'on nous a confié selon des critères précis, et on a une sorte de pacte avec nos investisseurs. Ils nous confient de l'argent, mais on doit l'investir selon certains critères. Donc, on analyse les dossiers un peu dans ce sens-là. Ensuite, il y a toute une partie exécution. Donc, quand on commence à travailler sur un dossier qu'on a retenu, il y a une phase 1 à l'issue de laquelle on remet une lettre d'offre indicative. Et ensuite, si notre offre est retenue, on passe en phase 2. Et là, il y a toute une phase de due diligence, de compilation de documentation juridique diverses et variées, jusqu'à remise d'une offre ferme et potentiel investissement si notre offre est retenue. Et ensuite, une grosse partie de la vie d'investisseur, elle consiste à accompagner les sociétés dans lesquelles on a investi. Okay. Et ça, il n'y a pas de formule magique. Alors, on est investisseur, on est actionnaire, on n'est pas opérationnel, donc il y a pas d'ingérence de la part de l'actionnaire. C'est chacun son rôle, mais souvent et notamment sur les tailles de sociétés dans lesquelles j'investis, il y a une demande du management. D'avoir une sorte de sparring partner avec lequel échanger. Ça peut être des problématiques très concrètes du quotidien, mais ça peut être aussi, et souvent d'ailleurs, des réflexions un peu plus stratégiques. Ça peut être des réflexions sur des opportunités de consolidation, des plaies de M&A. Ça peut être des réflexions sur de l'internationalisation. Ça peut être des réflexions sur la stratégie commerciale, des stratégies de pricing. On intervient souvent sur certains recrutements clés à la demande des dirigeants toujours. Ça va être ce type de sujet, et souvent on a une ligne assez directe avec les dirigeants de nos participations qui nous appellent quand ils en ont besoin. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'une opération d'investissement que tu as réalisée et qui a été marquante ? Alors chez Trajan, l'investissement, il y a eu plusieurs très chouettes investissements. Celui que j'ai envie de retenir, c'est une société qui s'appelle 1, 2, 3 roulement. Ça a été marquant parce que c'était la première fois. Alors, c'était le 3e investissement, mon 3e investissement chez Trajan. Mais généralement, on fonctionnait en binôme avec mon homologue et moi. Et là, c'était la première fois que j'étais seule sur une opération parce que du coup, on avait un peu roulé notre bosse. On avait eu l'opportunité de faire d'autres investissements avant et j'avais pu apprendre le métier. Donc, c'était la première fois que je me sentais un peu autonome. Et que j'avais, alors c'est un peu absurde de dire ça, mais l'impression de savoir vraiment ce que je faisais. Et du coup, c'est un sentiment que j'ai trouvé très agréable. Par ailleurs, du coup, j'ai pu être impliquée à toutes les étapes de cet investissement, de l'origination, parce que c'était arrivé un peu par réseau, par
un fonds avec lequel on a co-investi, mais le directeur qui nous a amené l'opportunité, c'était un Belge qui a fait les mêmes études que moi, et c'est un peu comme ça que l'opportunité est arrivée. Donc il y avait un côté assez un in-to personnel assez sympa avec eux. La boîte était, la boîte est d'ailleurs toujours, c'était une boîte hyper dynamique, en pleine croissance, assez jeune. Le contexte était assez parfait parce que les cédants estimaient être arrivés un peu au bout de leurs compétences de développement et du coup avaient envie de passer la main à quelqu'un de mieux câblé pour la prochaine étape. On avait le dirigeant parfait, qui a d'ailleurs fait un carton. Je crois que la boîte marche très très bien aujourd'hui. Et donc il y avait une forme d'alignement de planète assez génial, et à côté de ça, je me sentais enfin en pleine possession de mes moyens, et j'avais l'impression de savoir ce que je faisais, et ça c'était agréable. Trop bien. Alors maintenant, tu es directeur chez MBO+, qui est un autre fonds de private equity. Pourquoi tu as eu envie de quitter Trajan pour passer dans ce fonds ? Alors, j'avais pas forcément envie de quitter Trajan, ça a été très opportuniste. En fait, en 2021, il y a eu une espèce de mercato, en tout cas sur le segment du du lower mid-cap français. Je me faisais très souvent appeler, je raccrochais très souvent. Et à cette époque-là, on refaisait le site web de Trajan, et c'était moi qui étais en lead sur ce chantier transverse. Et on avait pris en exemple le site de MBO. Donc j'ai passé pas mal de temps sur le site d'MBO, que je connaissais par ailleurs de réputation. C'est un fonds historique de notre segment de marché, très réputé, à la fois parce qu'ils ont eu des perfs toujours très bonnes et constantes, ce qui est pas toujours le cas, que l'équipe avait très bonne réputation. Le fond m'interpellait, et du coup quand on m'a appelé en me disant qu'il y avait une opportunité chez MBO, je me suis dit au départ j'y allais plutôt pour réseauter. J'étais par ailleurs enceinte de 6 mois, donc dans ma tête de toute façon le process allait de facto être assez vite arrêté, donc j'y allais plutôt par curiosité pour rencontrer les gens de chez MBO, la personne qui m'avait contactée, que parce que je pensais qu'il y avait vraiment une quelconque opportunité pour moi. Et une chose en amenant une autre, j'ai fini par faire tout un process chez MBO, un process qui a été très long, de tous les process que j'ai fait, et du coup vous avez compris que j'en ai fait quelques-uns. Ça a été de loin le plus long et le plus compliqué. Je pense que j'ai rencontré 12 personnes pendant ce process, donc ça a été vraiment très intense. Et en fait, ce qui était assez agréable, c'est que je n'étais pas du tout à la recherche d'un job, donc j'y allais vraiment. Donc j'ai pu avoir des discussions très franches avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, en leur disant un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, si je rebouge, c'est pas pour repartir dans 3 ans. Donc voilà comment je fonctionne, voilà ce que j'aime, voilà ce avec quoi j'ai le plus de mal, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais pas faire. Est-ce que ça vous va, et poser mes questions à moi pour m'assurer que la réciproque était vraie, et que moi ça m'allait aussi, quoi, que la proposition de valeur globale m'allait bien. Trop bien. Est-ce que tu peux bien présenter MBO+? Ouais, donc MBO, c'est un acteur historique du lower mid cap. C'est un fonds qui s'est différencié en faisant ce qu'on appelle des LBO primaires plutôt majoritaires. Donc ça veut dire que c'est un fonds qui s'est spécialisé dans le fait d'être le premier actionnaire financier des sociétés. Donc c'est un fonds généraliste, mais qui intervient à un moment de la vie bien précis des entreprises. Et pourquoi c'est différenciant ? Parce qu'en fait, au-delà d'une expertise sectorielle, ils sont experts de ce type de situation, et en fait, ils se sont rendus compte au fil des ans et des investissements, c'est un fonds qui a fait depuis sa genèse plus de 125 opérations, donc ils ont un peu de bouteille, que les boîtes, quel que soit leur secteur, faisaient souvent face aux mêmes problématiques de structuration des organisations, d'enjeux d'internationalisation, d'enjeux de croissance par croissance externe. Et du coup, ils ont développé au fil des deals et au fil des ans une boîte à outils qui leur permet d'être très pertinents dans l'accompagnement des sociétés dans lesquelles ils investissent. Aujourd'hui, MBO s'agrandit. Donc en plus de la stratégie historique qui s'appelle aujourd'hui MBO Buyout, et qui fait donc des deals primaires majoritaires, il y a une nouvelle stratégie qui est encore en cours de levée. Il y a eu un first close cet été à 100 millions d'euros, et la deuxième partie de la levée est actuellement en cours.
Cette stratégie, elle s'appelle MBO Flex et elle a vocation à investir dans la même typologie de société que MBO Buyout, mais de façon minoritaire et avec une structure d'investissement un peu différente, qui est une structure dite Flex. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une structure à dominante obligataire. Okay. Donc c'est un outil qui est assez puissant dans certains contextes. C'est un outil qui permet d'investir tout en relouant des équipes de management ou en permettant à des fondateurs qui chercheraient un investisseur de ne pas trop se diluer. Et juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, toi, tu es dans cette équipe. Et moi, je travaille. Alors, quand j'ai rejoint MBO, j'étais dans l'équipe Buyout. Ouais. Et cet été, au moment du premier close du fonds Flex, j'ai transitionné dans cette équipe. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un fonds sponsorless ? C'est exactement ça. Un sponsor, ça va être un fonds sponsorless, c'est un fonds qui va investir partiellement en dette. Ouais. Par opposition à un sponsor qui va avoir un investissement complètement en equity, ou en tout cas à dominante equity. Et la grosse différence, un fonds, alors et surtout un fonds majo, ça peut avoir un rôle de prescription, quoi. C'est l'actionnaire majoritaire de la boîte finalement. Nous, en Flex, on va être systématiquement minoritaire, ça y a pas de sujet. Et du coup, on est plus dans la roue des dirigeants. C'est assez différent. Okay. Le rapport de force est inversé. Okay. Ça veut pas dire qu'on n'est pas là. Au contraire, notre proposition chez Flex, c'est de dire que on sera là à la demande des dirigeants, mais on a moins ce rôle de prescription. Ok. Et comment se passe le déploiement du fonds pour l'instant ? Très bien. Honnêtement, très bien. On a un deal flow qui est extrêmement riche. En fait, l'idée du fonds, elle est née du fait qu'on n'est pas les premiers sur ce segment de marché, évidemment. Il y a des acteurs très connus comme Anderacto, comme Capza, comme EMZ, qui ont fait très bien leur boulot et qui, du coup, ont levé des fonds de plus en plus gros. Et du coup, sur notre segment de marché du lower mid-cap, il y a plus grand monde. Et du coup, on se dit, tiens, il y a peut-être une petite place pour nous. Et aujourd'hui, ça se matérialise pas mal dans les faits. On a un deal flow qui est honnêtement très conséquent. On a signé 2 deals depuis l'été. On est actuellement dans 2 phases 2 et on a une LOI dehors, si je puis dire. On a remis une offre sur laquelle on attend encore des nouvelles. Et quels sont les axes de développement pour MBO+, dans les prochaines années ? Alors là, un peu de joker, parce que honnêtement, c'est des réflexions en haut lieu chez MBO. Non, il y a plein d'axes de développement. Il y a la levée du prochain fonds buyout. Le fonds qu'on est en train de déployer, que l'équipe buyout est en train de déployer, c'est la 5e génération de fonds. C'est un fonds qui a été levé en 2021. Donc le cours normal de l'histoire va vouloir qu'on parte enlever à horizon 18-24 mois. Là il y a Flex 1, mais l'idée c'est qu'un jour il y ait Flex 2 et pourquoi pas d'autres stratégies. Ok. Alors maintenant on va parler du process de recrutement. Tu l'as déjà beaucoup dit, même à travers ton expérience, que ça peut être assez compliqué en private equity. Est-ce que tu as des conseils pour optimiser une candidature ? Ouais, alors déjà, mon premier conseil, parce que du coup, je suis en charge du recrutement des stagiaires chez MBO. Voilà, parfait. Donc du coup, j'ai fait passer 2-3 entretiens sur les dernières années. Alors bon, déjà, il y a une sélection, on reçoit beaucoup de CV. Ouais. Pour être complètement franc et transparent, je sais pas, là, typiquement, on est en train de recruter nos stagiaires pour la saison S2 2025. On reçoit entre 80 et 100 CV par session de recrutement. On essaye de voir 4 ou 5 personnes en entretien dans un premier temps. Donc, et la sélection, elle se fait essentiellement, il faut que le CV soit bien présenté, propre et qui donne un peu envie. Est-ce que tu as des conseils pour optimiser le CV ? Alors nous, on ne recrute que des gens qui ont fait un premier stage en M&A ou en fonds. Donc pour optimiser votre CV, pour avoir un stage chez nous, il faut passer ce cut-là. Parce qu'on est des petites équipes d'investissement et on a besoin d'avoir des gens qui sont plug and play. Et la lettre de motivation, elle est importante parce que si on demande de faire une lettre de motivation, il faut faire l'exercice correctement. Il faut qu'elle laisse transparaître dans l'intérêt réel. Alors, pas pour le monde de l'investissement en général. Il faut être un peu précis dans son intérêt. Pourquoi de l'investissement ? Qu'est-ce que vous avez fait avant qui fait que vous êtes pertinent pour une candidature dans un stage en PE ou un job d'analyste ? Quelles compétences vous avez et surtout quel type d'investissement et pourquoi la société en particulier. Ce qu'on voit souvent, tout le monde a un peu la même lettre de motivation. Ce qui sort un peu du lot, c'est quand quelqu'un a vraiment fait l'effort de se renseigner sur MBO, pourquoi MBO, que cette personne a eu
l'intérêt de se demander ce qui était différenciant chez nous vs chez les autres et d'appuyer un peu là-dessus. Okay. Qu'on ait l'impression qu'il y a un intérêt. Ouais. Et est-ce que le networking est efficace? Oui, et très surtout, efficace. Comment bien le faire? Il y a plusieurs façons. Déjà, si vous connaissez des gens qui connaissent des gens, faut pas hésiter à activer ces réseaux-là. Ça arrive moi, ça m'arrive de me faire contacter par des gens de mon réseau élargi. Et en général, je fais l'effort de leur répondre et si le CV est pertinent, de les mettre dans les process. Donc oui, ça vaut le coup. Et le cold calling sur LinkedIn peut valoir le coup aussi. Il y a une chance sur 10 que la personne vous réponde. Mais si vous postulez derrière, en tout cas, moi, ça m'arrive de ne pas répondre à des gens et de voir les CV et de me dire « Ah tiens, cette personne m'a contacté sur LinkedIn, ce nom me rappelle quelque chose. C'est une marque de motivation, donc d'être plus encline. Si encore une fois, la personne a le parcours, a le CV qu'il faut pour passer le cut, de la mettre dans les 4-5 candidatures que je retiens. » Ok. Donc ça, c'était surtout pour la partie candidature. Et comment maintenant, dès qu'on arrive à la phase des entretiens, comment on les prépare bien? Alors, en tout cas, chez nous, le process, il est assez simple. Il y a un premier entretien avec une autre directrice et moi. En gros, on essaie d'avoir à chaque fois un directeur ou une directrice buyout et flex parce que les stagiaires ont vocation à être mutualisés entre les deux équipes. Donc, dans cet entretien, on va essayer de comprendre les motivations de la personne. Ça va être un entretien de fit, entre guillemets. Mais les motivations de la personne, est-ce qu'elle a vraiment compris ce qu'était notre segment de marché? On en revient toujours un peu à la même chose. Est-ce qu'elle s'est renseignée un minimum sur MBO? C'est généralement un entretien et ça fait partie des questions que j'imagine que tu vas me poser derrière. Mais la question que j'adore poser en entretien, c'est est-ce que tu as regardé notre portefeuille? Est-ce qu'il y a une société qui t'intéresse particulièrement et est-ce que tu peux m'en parler? Donc ça permet de savoir si la personne a un peu fait ses devoirs et un peu préparé l'entretien. Et ensuite, en général, je lui demande s'il trouve que c'est pourquoi il trouve que c'est une bonne opportunité d'investissement, parce qu'il est assez rare que des gens nous disent oui, vous avez cette société dans votre portefeuille et je pense que c'est une mauvaise idée. Oui. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Donc du coup, pourquoi c'est ceci, ça sortirait du lot. Et si la personne a une réponse un peu construite, en général, je leur demande de faire une SWOT. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions, mais voilà, l'idée, c'est plutôt de comprendre comment la personne raisonne et de savoir si elle s'est intéressée réellement à MBO et si elle a une motivation sincère. Ok, ça c'est surtout la question que tu as me poser, mais est-ce que sinon tu as une question un peu typique qu'on peut retrouver dans les entretiens en private equity? Celle-là beaucoup. Après, il y a des questions un peu plus techniques. On essaie de savoir si les candidats ont des vagues notions de corporate finance, s'ils sont capables de lire un PNL, s'ils sont capables de lire un cash flow, de faire un peu les liens entre les trois états financiers, s'ils ont un peu des notions de valorisation. On essaye, le gros de l'entretien, ça va être de valider ces petits points techniques-là, de comprendre comment la personne réfléchit. Donc la question de la SWOT, typiquement, elle revient assez souvent. De comprendre ce que la personne a fait dans ses précédents stages, si elle a été vraiment impliquée. Donc de la tester un peu sur des deals sur lesquels, en général, on essaye de poser des questions un peu précises sur les deals sur lesquels la personne dit qu'il ou elle a travaillé dans ses précédentes expériences. Voilà, notre objectif, c'est de s'assurer que la personne est plug and play et que du coup, elle va être opérationnelle très rapidement dans son stage ou dans son job d'analyste. Et si elle a un intérêt réel et sincère pour notre métier et pour notre boîte. Mais comment on fait pour bien préparer l'aspect technique dans les entretiens? Alors, moi, à l'époque de mes premiers entretiens, j'avais reçu d'un de mes cousins qui avait transitionné de banque d'affaires au private equity plein de documents, une espèce d'énorme pack avec des questions diverses et variées, des cas techniques, etc. Alors, à cette époque-là, TrainingView n'existait pas, mais je pense que j'aurais apprécié effectivement avoir accès à préparer un peu les questions types. En vrai, c'est toujours les mêmes, et bien préparer les cas techniques. Ok. Alors maintenant, on va parler de la vie en private equity. Donc déjà, c'est souvent intense avec de gros horaires. Toi, comment ça se passe? Alors, c'est assez fluctuant. Les gros horaires, ils sont souvent en phase d'exec. À ce moment-là, faut être là. Comment ça se passe, moi, au quotidien? Déjà, on essaye de bien s'organiser. Donc de bien gérer les emplois du temps de nos filles, de s'assurer... c'est beaucoup une question d'orga et une question de se faire aider un peu aussi. En période pas d'exec, ça va être
9h, 19h30, 20h. Et en période de deal, ça peut être plus intense que ça. L'enjeu, c'est d'être sur la balle et d'être dispo quand il faut être dispo. Ok. En restant un peu pragmatique, et ça sert à rien de se tuer au travail quand les périodes sont un peu plus calmes, mais en revanche, être là quand c'est nécessaire. Ok. Et on dit souvent aussi que les salaires sont plutôt élevés en private equity. Est-ce que tu peux donner un peu une fourchette des salaires qu'on peut avoir à ton grade? Alors, à mon grade, alors déjà, je précise que les salaires sont très très différents en fonction en fonction de la taille des fonds, et donc sur des fonds small, mid cap, enfin je vais parler de ces fonds-là. Oui. Je pense que les salaires peuvent être bien plus élevés dans des fonds large cap. Oui, évidemment. Sur mon grade, je dirais que la fourchette en salaire fixe c'est 120-150 000 euros par an, et après le variable ça va être généralement autour de 50% du salaire fixe. Ok. Et on a accès à ce qu'on appelle du carried interest. C'est-à-dire le carried interest, c'est un accès à la surperformance du fonds. Donc nous, on a un contrat avec nos investisseurs, on leur promet de leur rendre leur argent plus une performance. Et passer cette performance, l'équipe d'investissement capte une partie de la super plus-value. Donc on investit un peu et dans l'espoir d'avoir des retours élevés si le fonds performe bien, et très élevés si le fonds performe très bien. On va parler de la place des femmes en corporate finance. Les femmes postulent moins dans ces métiers-là et sont un peu moins présentes. Est-ce que, à ton avis, est-ce que tu sais pourquoi? Alors, en private equity, je pense qu'elles postulent moins parce qu'elles sont moins nombreuses dans les métiers qui peuvent amener au private equity. Et je pense notamment au M&M et à la banque d'affaires en général. Un bon tremplin pour le PE, ça peut être aussi les transaction services. Donc tout ce qui est audit, et sinon conseil en strat. Alors dans ces deux métiers-là, il y a peut-être un peu plus de femmes, mais en M&A, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il y a peu de femmes en M&A? Alors je pense que c'est un peu le fruit de l'histoire. Je pense qu'historiquement c'était des métiers d'hommes. Enfin, j'en sais rien. J'imagine que dans les mentalités des gens, c'était plutôt des métiers d'hommes, et donc les femmes se tournaient moins vers ce type de carrière. Ça commence à changer. Après, je pense qu'il y a un peu d'inertie, donc ça va prendre du temps. Je pense que c'est des métiers qui sont physiquement et psychologiquement très durs, les métiers de la banque d'affaires. Donc, Et qu'est-ce que tu dirais aux étudiantes qui nous écoutent pour les inciter à postuler? Que c'est des métiers passionnants, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire du PE directement après ses études que ça ne l'était il y a encore quelques années. C'est un métier qui est extrêmement complet. À la fois sur le plan humain, technique, sur l'impact qu'on peut avoir au quotidien. On va être impliqué dans plein de situations différentes, et on a un vrai rôle à jouer. Donc moi je trouve que c'est un métier passionnant. Je trouve que c'est aussi un métier dans lequel les femmes ont toute leur place, et ça je le ressens beaucoup sur mon segment d'activité. Je trouve que c'est un métier où on est meilleur quand on est un peu sensible, parce que du coup on arrive mieux à capter les gens, les situations parfois, et ça c'est un vrai atout. Et je pense que les femmes, alors je fais des généralités un peu bateau, mais je pense qu'on a parfois un peu plus ce sens-là. Et puis je pense que d'avoir que des mâles alpha autour de la table, c'est pas forcément le meilleur moyen de prendre des bonnes décisions. Donc je pense que féminiser un peu tout ça et apporter de l'équilibre ne peut faire que du bien. Voilà. Et pour toutes ces raisons. Les entreprises mettent souvent en place différents moyens pour justement motiver les femmes à postuler ou même à rester dans la durée. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il faudrait activer d'autres leviers? Non, alors je suis pas du tout pour la discrimination positive. Donc non, je pense qu'il faut je pense que comme tout dans la vie, dès que c'est fait en bonne intelligence et de manière pragmatique, et ça malheureusement, je pense pas que c'est une question de secteur d'activité. Je pense que c'est une question d'entreprise et de politique d'entreprise. Je sais que chez MBO, il y a un fonctionnement en bonne intelligence qui moi personnellement me va très bien, où chacun fait son job en fonction de ses contraintes, et tant que le job est bien fait, il n'y a pas de problème. Et moi ça me va comme ça. Après je pense que faut avoir en tête que c'est des métiers qui sont exigeants, et être organisé pour pouvoir bien performer. Mais non, en dehors de ça, j'ai pas de vision particulière sur ce qui pourrait être fait pour les femmes, pour les inciter à rester. Je suis assez heureuse là où je suis, et je pense que c'est lié à la culture de l'entreprise et pas à une politique spécifique à l'égard des femmes. Ok. Alors on va faire un petit quiz. Je vais te poser des questions. Tu réponds par un ou deux mots. Donc un mot pour définir ton expérience chez Goldman Sachs. Riche. Un mot pour définir ton expérience chez Lazare. Intense. Un mot pour définir ton expérience chez Trajan Capital. Nouvelle. Un mot pour définir ton expérience chez MBO+. Évolutive. Une grande qualité pour travailler en private equity.
Je pense qu'il faut être rigoureux, curieux, et je pense qu'il faut avoir un peu d'instinct. Beaucoup de qualité. Ouais. La question que tu aimes poser en entretien? Je te l'ai déjà dit, mais moi j'aime poser la question de savoir si la personne peut me parler d'une société de notre portefeuille. La réponse que tu n'aimes pas entendre en entretien? Je veux faire du private equity parce que je veux avoir de l'impact. Au moins ça mérite d'être clair. Voilà, je la trouve horrible cette réponse. Ton meilleur souvenir professionnel? Mon meilleur souvenir professionnel, alors il y en a plein, mais je pense que le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est d'accompagner cette boîte de lait infantile en roadshow à Singapour et à Londres. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu dans une autre vie, c'était lunaire. Ton pire souvenir professionnel? Alors à l'époque où je travaillais chez Goldman, il y a eu une grosse restructuration et ils ont viré beaucoup de monde, donc 80% des gens de ma promo. Et du coup, il y a eu une journée un peu fatidique où les RH appelaient à tour de rôle les gens qui allaient se faire virer. Et du coup, on était tous dans un open space. Et les gens qui voyaient un certain numéro les appelaient, savaient qu'ils allaient monter chez les RH et ne plus jamais revenir. Et être gentiment raccompagnés à la sortie, honnêtement, ça a été un peu traumatique. Voilà, c'est mon pire souvenir professionnel. La réalisation professionnelle dont tu es la plus fière? Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir vraiment trouvé une voie dans laquelle je m'épanouis, d'être dans une boîte, et dans une équipe que j'adore aujourd'hui. Mais il n'y a pas de réalisation en particulier où je me dis ça c'est vraiment mon truc. Enfin, ça viendra peut-être par la suite. Et après, je suis encore à un niveau assez early de ma vie professionnelle. Donc, je pense que les réalisations, elles sont avant tout des réalisations d'équipe avant d'être les miennes. Mais ouais, ce dont je suis le plus fière, c'est d'être aujourd'hui dans un métier que j'adore et dans une équipe dans laquelle je me sens bien. Le conseil que tu donnerais aux étudiants intéressés par le private equity qui nous écoutent en ce moment? Allez-y, foncez, c'est un métier génial, passionnant à plein d'égards. Soyez un peu clair sur ce qui vous anime dans la vie et pourquoi vous voulez faire ce métier, mais c'est un métier qui, au-delà du fait qu'il est passionnant, un des grands attraits de ce métier, c'est qu'on est en permanence avec des gens smart ou très smart et que c'est très riche au quotidien. Merci beaucoup Pauline d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si vous voulez écouter les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Training You ou sur Spotify ou Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre page Instagram et LinkedIn pour suivre l'actualité financière et de conseils. Et si vous voulez booster votre préparation aux entretiens, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme Training You.